Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir faire un petit recadrage comme d'habitude. Voilà. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Voilà, je voulais faire juste un petit aparté avant qu'on se lance dans les voilà dans les le update, pas le update par contre, mais le book haul lecture. Voilà, je vous ai déjà parlé beaucoup du roman La dictatrice. Et je trouvais que c'était important de reparler de ce roman vu le contexte actuel parce que effectivement, voilà, il date de 2020, mais quelque part, voilà, le livre date de 2020, il commence en 2023, il se finit en 2049, si je me souviens bien. Je trouve qu'il est, voilà, il est quelque part un peu visionnaire sur certaines choses. Et voilà, donc je voulais en reparler et voilà, vous conseiller à nouveau si vous avez l'occasion de le lire. Et bon, je vais m'arrêter là et puis on va parler des réceptions, de mes dernières réceptions. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai reçu et j'ai complètement oublié je crois, d'en parler. En vidéo du moins, j'ai dû le mettre sur Instagram mais j'ai oublié d'en parler en vidéo. Donc c'est Le Palais des Mille Vents de Kate McAllister. Donc c'est le tome 1, L'héritage des steppes, et on est aux éditions de l'Archipel. Avec un petit mot, hop, un petit dessin de l'auteur. Donc, Le Palais des Mille Vents, ça raconte l'histoire d'une jeune princesse en fuite. Lahore, 1838. Adolescent, Morgan vit sous le joug de son père, un mercenaire aussi cruel qu'ivrogne. Il tombe amoureux de Chali, une jeune princesse mongole, mais celle-ci doit épouser le petit-fils de l'empereur du Pendjab. Morgan s'efforce de l'oublier en prenant sous son aile Mora, une fillette venue rejoindre son père, le colonel Fleming, redoutable chef de la police de l'empereur. Un jour, c'est le drame. Alors que Morgan tente de s'opposer à son père ivre, ce dernier tombe du balcon et se tue. Fleming l'accuse de meurtre. Le jeune garçon parvient à lui échapper et s'enfuit dans l'Himalaya. 10 ans ont passé. Mora est mariée à un botaniste britannique. Alors Mora, c'était la fille du colonel Fleming, qui œuvre dans le renseignement. Au cours d'une réception au Palais des Mille Vents, en Russie, elle reconnaît Morgan. À nouveau sous son charme, elle manœuvre pour qu'il devienne le guide de l'expédition de son mari. Attiré par Mora, Morgan refuse tout d'abord, mais lorsqu'il comprend que cette expédition est en réalité une mission de sauvetage de la princesse Chali, à présent veuve et pourchassée par des tueurs, il n'a plus qu'un désir, venir en aide à celle qu'il n'a jamais pu oublier. Voilà, donc on est dans donc au 19e siècle, histoire russe. Parce que finalement, moi, le Pendjab, je ne connais absolument pas. Donc voilà, ça va être intéressant parce qu'encore une fois, on va découvrir un autre pays et puis son histoire. Donc ça, c'est voilà, la Mongolie, tout ça. Enfin voilà, ça, je pense que ça va me plaire. Ça va être sympa, quoi. Ça, voilà, j'aime bien toujours être transportée dans une autre époque, voilà, dans un autre univers, notamment que je ne connais pas. Alors, Kate McAllister a déjà écrit une trilogie qui s'appelle Le Lotus Rose. Et là, donc, c'est le premier chapitre de sa dernière saga. Alors, j'ai reçu aussi de Bruno Carpentier et des éditions d'un autre ailleurs. Voilà, un autre ailleurs. Donc, La crypte de Saint-Maximin. Donc, je les remercie de m'avoir envoyé le livre parce qu'ils m'ont contacté. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. Alors, c'est Crime de pays. Alors, je pense que apparemment, ça va se passer dans certains endroits de France bien ciblés. Puis en plus, je crois que ça se passe. Ce qui m'a attiré, c'est que ça se passait. Ça se passe aussi au 19e siècle, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, bah non, pourtant ça se passe pas au 19e siècle. Ou alors c'est qu'il y a un mélange passé-présent. Non. Alors c'était l'enquête ou la crypte. Voilà. Donc c'est de Bruno Carpentier, La crypte de Saint-Maximin. Donc Jeannette Mauriat s'est retrouvée morte dans la basilique de Saint-Maximin où reposent les reliques de Marie-Madeleine. C'est ça qui m'a attirée. C'est pas le côté ancien, c'est le côté relique et crime dans une église. À ce qu'on raconte au village, la vieille dame avait découvert un secret dans la crypte. Affabulation, crime crapuleux, complot religieux. Parachuté en zone gendarmerie, le commandant Constantino n'a cure de la rumeur et pense plier l'enquête en moins de 10 jours. Mais ce qu'ignore le flic du SRPJ de Marseille, c'est que nul ne sort indemne du troisième tombeau de la chrétienté, pas même un as pétri de certitude. Ouais, c'est ça qui m'a attiré. En fait, c'est le côté effectivement occulte du livre. Voilà.
Donc, Crime de pays, c'est une collection d'histoires policières enracinées dans un terroir, une région ou une ville bien identifiable. Donc, ce qui suit s'est bel et bien passé près de chez vous. Enfin, disons que cela aurait très bien pu s'y passer. Voilà, donc là, on est la basilique Saint-Maximin. Ah non, je pense que c'est ça qui m'a attiré. C'est le côté peut-être un peu mystérieux et occulte, voilà, d'un secret qui serait gardé dans une église. Voilà. Alors, sinon, j'ai gagné aussi, j'avais gagné lors d'un concours sur le groupe des livres et des spins. Le dernier, oui, c'est le dernier, parce que non, son prochain, je crois qu'il a fini de l'écrire, Olivier Norek, mais il n'est pas encore sorti. Donc là, c'est Impact. J'ai enlevé la truc là, c'est un peu casse-pied ça. Voilà, donc là, c'est pas une enquête, il n'y a pas son personnage récurrent, c'est un one-shot. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et des millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre seul contre des géants. Voilà. Donc là, je sais qu'effectivement, le prochain livre qu'il va écrire, on va retrouver le héros de sa trilogie. Moi, d'Olivier Norek, j'ai lu que Surface. J'ai la trilogie chez moi, mais j'ai pas encore eu le temps de la lire. Bon, ça en fera un de plus. Et puis le prochain qui va pas tarder à sortir en plus. Donc voilà. Alors, après, j'avais emprunté plusieurs livres à la médiathèque, puisque je travaille en médiathèque. Donc notamment, alors c'est un classique de la littérature jeunesse et ça fait des années que j'ai envie de le lire. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'emprunter, je ne sais pas trop quand je vais le lire, mais bon, c'est La bibliothécaire, en plus c'est La bibliothécaire, de Gudule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma précédente vidéo, non pas précédente, mais je ne sais plus, avant-dernière, je ne sais plus, je vous avais présenté un livre de Gudule où c'était les petites filles mortes se ramassent à la pelle. Et c'est vrai que moi Gudule, je la connaissais comme auteur de romans jeunesse, et quand j'avais vu ce livre, elle en a écrit deux comme ça, où c'est des nouvelles assez horrifiques. Je les ai pas encore lues, et je me suis même demandé si c'était la même auteure, parce que de la jeunesse, elle passe à des choses, voilà, beaucoup plus horrifiques, mais c'est bien la même auteure. Et là, donc c'est la même auteure. Donc l'histoire, c'est la bibliothécaire. Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écrit-elle très tard la nuit? Quelle est cette jeune fille qui ne sort de chez elle qu'à la nuit tombée? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se lance dans un fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture. Voilà. Alors je sais que c'est un livre qui a beaucoup... il doit dater déjà, hein, mais qui est reconnu comme un classique de la littérature jeunesse. Il date de octobre 2010, donc ouais, il commence à dater quand même. Et c'est vrai que ça fait des années que je dis de le lire et j'ai pas encore eu l'occasion. Après, je vais retourner plus... bon, c'est pas de la jeunesse, mais on va passer... voilà. Honte à moi, je n'ai jamais lu La Brigade des Cauchemars, donc de Franck Tillier. Alors, Yom-Guy Dumont et Drac. Voilà, le nom des autres auteurs, je ne connais pas. Franck Tillier, évidemment, enfin, je suis une fan de Franck Tillier, donc... et je n'avais pas encore lu le tome 1. Prix des collèges Angoulême en 2019, donc il date un petit peu aussi. Alors l'histoire, c'est Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse brigade des cauchemars. Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ces terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah, mais où? Donc on est dans... Voilà. Ouais, ça promet d'être pas mal quand même. Un petit peu les images. Ouais, ça a l'air d'être bien sympa. Je vais peut-être pas aller au bout, histoire de ne pas spoiler l'histoire non plus. Alors, je sais qu'à chaque fois que Franck Tillier passe en dédicace, il est souvent avec les auteurs, parce qu'il n'y a pas que ces deux auteurs-là qui ont écrit des bandes dessinées avec lui. Enfin, lui, il les a pas écrites, il a écrit le scénario, mais voilà, j'ai jamais tenté, donc je me dis, il va vraiment falloir que je découvre Franck Tillier sous un autre jour. Alors, toujours pour rester dans la bande dessinée, elle n'est pas récente non plus, mais voilà, je suis fan de l'autrice Pénélope Bagieux, qui a écrit notamment les Joséphine. Enfin, moi, je l'avais découvert, elle tenait un blog que je trouvais hyper drôle sur sa vie de tous les jours, qui était excellente.
Elle débutait, elle n'était pas encore hyper connue, et puis après elle a commencé, elle s'est fait connaître ouais, par sa bande dessinée Joséphine, qui a été adaptée au cinéma avec, comment elle s'appelle ah, la fille de Josiane Balasco, j'ai pas retrouvé son nom. J'ai pas retrouvé son nom. Enfin bref, et ensuite, elle s'est fait connaître en écrivant deux volumes de bande dessinée sur des femmes euh, nues et culottées. Non, nues et culottées. Ah, ça peut-être. Non, c'est pas noté derrière. C'est sur des femmes qui, effectivement, des femmes du 20e, mais aussi des siècles précédents, et qui, oui, qui pour l'époque étaient culottées. Et ces deux tomes sont vraiment super bien faits. Et en plus, elle raconte l'histoire de femmes qu'on ne connaît pas et qui ont quand même, voilà, ils sont allés au-delà des limites qu'on imposait au fait qu'elles étaient femmes. Voilà, c'est ça. Donc, elle a ma vie tout à fait fascinante, ça c'était sur son blog. La page blanche qui est très bien aussi, c'est une jeune femme qui se... En fait, le livre débute, elle est assise sur un banc et elle ne se souvient de rien. Et en fait, elle va réécrire sa vie. Elle va se rendre compte déjà au fur et à mesure, en retournant en travail, sur son lieu de travail, même chez elle, qu'en fait, même tout bête, il y a une scène rigolote aussi avec ses gels douche, mais elle se rend compte qu'en fait, elle avait la même vie que tout le monde. C'est-à-dire que bah, elle suivait bêtement le troupeau et qu'elle avait, notamment au boulot, enfin ses collègues de boulot qui sont aussi ses amis ne se rendent même pas compte qu'elle a tout oublié. Tellement leurs conversations sont peu profondes et en fait ils se connaissent pas si bien que ça. Et par contre, elle devient amie avec une collègue qui elle est plus âgée, a déjà un enfant, c'est une mère célibataire, personne qu'elle n'aurait jamais fréquenté avant, parce que pour une jeune femme, fréquenter une vieille mère, c'est enfin une vieille, je m'entends, hein, mais une femme plus âgée qui est une mère célibataire, ça cadre pas. Et on voit qu'elle change justement, et c'est rigolo, c'est voilà, avec ses gels douche, parce que elle rentre chez elle, elle prend ses douches, elle a que c'est vrai que c'est très à la mode, hein, les gels douche parfum fruits. Et elle, au bout d'un moment, mais elle en a marre de ces gels douche avec parfum fruits, quoi. Ça l'énerve. Elle dit, mais c'est quoi ces histoires de... Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est une mode. Mais ça va très loin parce qu'elle retourne sur son lieu d'enfance et tout, et parce qu'elle a oublié. Et même là, elle se rend compte que, voilà, elle a eu une vie un peu quelconque et un peu la vie de tout le monde et que jamais elle a osé écrire sa propre vie. En fait, c'est ça. C'est pas pour critiquer son enfance ou quoi que ce soit, c'est qu'elle a jamais écrit sa propre vie, elle a suivi le troupeau. Et vraiment, ce livre était vraiment très bien fait. Et après, il y avait Kadavreski, donc là, on était plus dans un... Je les ai aussi, mais elles sont dans la bibliothèque là-bas. On était plus dans une bande dessinée policière, et puis après, il y a les... C'était pas Non, Nu et culotté, c'est l'émission qui passait... On voyait les deux gars qui traversaient à moitié nus les pays d'Europe. Il y a que le mot culotté dedans, mais c'est dommage, ils n'ont pas repris. Et là, en fait, elle s'est associée à Johan Sfar, qui est un auteur de bande dessinée très connu aussi, pour écrire Stars of the Stars. Alors moi, sur le coup, je me suis dit, tiens, ça fait un peu girly. Je n'étais pas trop inspirée, mais apparemment, c'est une histoire d'aliens aussi qui envahissent la Terre. Et les Stars of the Stars, c'est un groupe de musiciennes. Donc elles vont se retrouver face à des aliens. Alors par contre, ce qui m'embête un peu, là il faudra que je vérifie, mais la bande dessinée a quand même plusieurs années. C'est marqué tome, voilà, 2013, c'est marqué tome 1 et j'ai jamais vu le tome 2 sortir. Alors là, il faudrait que je regarde, je me suis pas renseignée depuis un moment, mais la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait toujours pas de tome 2. Alors est-ce que, je ne sais pas, la collaboration s'est mal passée ou il y a eu un problème avec la maison d'édition, j'en sais rien, mais voilà, vous voyez, c'est bien marqué 1. Alors peut-être qu'il y a une fin, hein, peut-être que ça se termine quand même et qu'il y a possibilité d'ouvrir sur un second tome. J'en sais rien, je vous dirai quand je l'aurai lu, mais bon, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas... bon, enfin, c'est comme ça. Bon, j'ai essayé de ne pas les faire tomber, parce que ça, les bandes dessinées posées sur les livres, qui sont plus petits, c'est jamais très bon. Alors, j'ai emprunté aussi des Diables et des Saints. Alors, celui-ci, il est de Jean-Baptiste Andrea. Donc c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Alors en fait ce qui m'a attiré c'est le résumé. Le résumé et puis aussi les éditions de l'Iconoclaste. Parce que c'est une maison d'édition que je connais pas. Je crois que j'ai lu aucun de leurs livres. Et je vois qu'ils sortent des trucs, voilà, je vois passer des chroniques plus ou moins bonnes selon les livres. J'ai emprunté mon mari aussi, mais enfin je ne l'ai pas là. Mais voilà, et je me suis dit, tiens, c'est une maison d'édition que je ne connais pas, les résumés ont l'air sympas, ils sont attirants.
Il faudrait que j'essaie quand même un peu voir quel genre de livres ils font. Alors je crois que par contre, non, je vais peut-être dire une bêtise en disant ça. Non, c'est pas eux, je crois, parce qu'il y a une maison d'édition, c'est pas l'Iconoclaste, ça va être un autre, où ils font, ils n'éditent que des livres étrangers en fait. Ils les traduisent en français, ils les éditent. Donc il y a pas, vous ne trouverez pas d'auteur français, mais c'est pas là. Puis Jean-Baptiste Andréa, ça fait pas vraiment étranger non plus. Donc l'histoire, c'est qui prête attention à Joe. Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent, lui reste. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train, un jour peut-être. C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a 50 ans dans un orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints et une rose. Sous coup, je pensais que c'était un livre jeunesse en plus, vu qu'on voyait des photos d'enfants. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir sur son passé. Donc voilà, une maison d'édition et un auteur à découvrir. J'ai emprunté aussi, là on retrouve plus dans le policier, Sandrine Colette, et toujours les forêts. Donc là on est aux éditions J.C. Lattès. Voilà. Et je crois que j'ai jamais lu de livre de Sandrine Colette, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, Corentin, personne n'en voulait. Ni son père en volait, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère qui rêve de s'en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance, jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeul, une vie recommence. À la grande ville où le propulse ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance sont taris depuis longtemps. Les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humain ou bête, il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la renaissance d'un monde désert et la certitude que rien ne s'arrête jamais complètement. Donc c'est aussi l'auteur des Nœuds d'acier, il reste la poussière et les larmes noires. Non, j'ai jamais lu. Je pensais que ce serait un roman policier, mais en fait c'est un roman un peu post-apocalyptique en lisant le résumé. C'est marrant, je l'avais emprunté en tant que... Je pensais que c'était un thriller, un policier. Mais enfin, moi j'aime bien les romans post-apocalyptiques ou les romans d'anticipation, donc moi, je suis bien contente de l'avoir emprunté quand même. Alors ça, celui-là, c'est pareil, c'est un livre que j'avais repéré depuis un moment, que j'avais envie de lire. Donc c'est un auteur américain, si je ne dis pas de bêtises, c'est Colson Whitehead et c'est Nickel Boys. Alors c'est chez Albin Michel. Je crois qu'il a eu, voilà, il a eu le prix Pulitzer. 2 fois, il a eu le prix Pulitzer, qui est un peu l'équivalent, je pense, de notre Goncourt en France, enfin, qui est l'équivalent des gros concours, oui, voilà, les grands concours littéraires en France. Donc il l'a eu 2 fois, lui, pour Underground Railroad et pour Nickel Boy, donc pour celui-ci. Donc je pense que là, on va partir dans une histoire aussi, l'histoire des Afro-Américains, peut-être une histoire de racisme. Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables. Sauf qu'il s'agit en fait d'un endroit cauchemardesque où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. Ouais, voilà, donc c'est... Ouais, donc je pense qu'on voilà, on revient un peu à l'Amérique des années 60, l'Amérique raciste des années 60. Je ne suis pas forcément toujours attirée par ce genre de livre, mais là, celui-là me tentait bien. Puis je me dis, bon, il y a eu le prix Pulitzer, le coup d'essayer de le lire. Et c'est marrant parce que son premier livre, Underground Railroad, il y a une série qui s'appelle comme ça, je crois, qui raconte l'histoire des esclaves américains qui prenaient justement, qui allaient sous terre, qui prenaient des tunnels pour s'enfuir du sud des États-Unis, pour échapper à leurs conditions d'esclaves et redémarrer une nouvelle vie, soit retourner en Afrique, soit aller
dans le nord des États-Unis pour être libre. Il y a une série qui s'appelle et qui raconte cette histoire-là. Alors je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si ça a un rapport. Mais bon, à voir. Alors là, j'ai réessayé, j'ai réemprunté j'ai lu David Vann, j'avais lu son premier roman qui s'appelait Sequoia Island. Ils en avaient beaucoup parlé à l'époque. J'avais aimé, mais sans plus. Je vais être honnête, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Là, j'ai eu envie de réessayer avec Aquarium. Donc là, c'est édité par. C'est édité, et ben c'est super, comme il y a le bandeau devant. Gallmeister. Super bandeau, j'adore. Ça gêne pas du tout. Donc c'est Gallmeister qui a repris. C'est peut-être eux déjà qui avaient fait Sequoia Island, je pense. Donc ça doit pas être son. Il a dû en écrire d'autres, je pense, entre Sequoia Island ou. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais réessayer parce que, bon, j'ai pas envie de rester. J'avais bien aimé en Sequoia Island, mais je crois que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus. Qui tendait plus vers le thriller. Et non, c'était plus une confrontation entre un père et son fils. Mais ouais, c'était pas un thriller. Je pense que moi je m'attendais à quelque chose de plus policier au thriller et c'était pas ça. Donc c'est peut-être pour ça que je suis partie avec cet a priori là aussi. Donc là, je vais essayer celui-ci. Alors là, ça raconte l'histoire de Kathleen, 12 ans, qui habite avec sa mère dans un modeste appartement d'une banlieue de Seattle. Afin d'échapper à la solitude et à la grisaille de sa vie quotidienne, chaque jour après l'école, elle court à l'aquarium pour se plonger dans les profondeurs du monde marin qui la fascine. Là, elle rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son confident. Mais la vie de Kathleen bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme. Bon, vous voyez, il y a quand même une part de suspense. Mais je pense qu'après, je ne suis pas sûre qu'il joue avec le côté page-turner d'un thriller. Je pense que c'est vraiment... il va jouer plus sur, sur la vie quotidienne de gens. Et puis, bon, il y a un secret qui va être révélé. La prose cristalline de David Vann nous apprend comment le désir d'amour et l'audace de la jeunesse peuvent guérir les blessures du passé. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'il ne faut pas non plus... C'est noté nature whitening. C'est vrai que c'est aussi... maintenant, on a beaucoup de nature whiting. Je ne suis pas très bonne en anglais, hein, donc mon accent est catastrophique. Ce que je peux comprendre avec Sequoia Island parce qu'ils allaient en pleine nature, mais là... Mais là, je pense pas qu'ils aillent... Non, la banlieue de Seattle, elle va dans un... Ouais, bon. Bon, ça a été classé nature whiting. Bon. Par contre, c'est vrai que Sequoia Island, effectivement, là, ils partent au beau milieu de la forêt, je sais plus où, mais là, c'est vraiment... oui, un nature whiting. Alors, là, je pense que je suis... Alors, je sais plus si je l'ai pris... je l'ai emprunté, mais... En fait, c'est des livres qui m'ont tenté, que j'ai pas... voilà, que j'avais repéré, mais que j'ai pas pris tout de suite. Et alors je sais plus si c'est du fantastique ou du thriller ou si c'est les deux. C'est de Lee Bardugo, La 9e maison. Et là c'est aux éditions de Saxus. Ah, je ne connais pas non plus cette maison d'édition. Et c'est marqué Impossible à lâcher, Stephen King. Voilà, ça fait un moment qu'il me tentait. Déjà rien que la couverture, il est superbe. Donc j'essaie de pas vous faire trop de reflets dedans. Il est superbe je trouve. Et bon le titre était fascinant. Bon, il est quand même assez costaud, mais bon. Alors, c'est l'incursion envoûtante de Lee Bardugo dans le fantastique adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université d'Yale. C'est pour ça que je l'ai emprunté. Voilà. Il y a du fantastique. Alex, surnommé Galaxy Stern, a vécu une adolescence chaotique. Élevée, donc c'est une fille, Alex, c'est élevé avec un E. À Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison l'été. Or l'été pour... si je ne dis pas de bêtises, c'est un des fleuves des enfers dans la mythologie grecque, et je crois que c'est dans ce fleuve-là, si je ne dis pas de bêtises, si vous tombez dedans, vous oubliez tout. Je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un des fleuves des enfers de la mythologie grecque. Je ne sais plus si c'est bien celui-là qui vous fait tout oublier quand vous tombez dedans. Alors, cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs,
ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. C'est vrai qu'on parle beaucoup des sociétés secrètes, les Skulls et compagnie dans les grandes universités américaines, puisque là-bas, ils ont des maisons d'étudiants et ils se réunissent selon des maisons d'étudiants. Et il y a d'ailleurs tout un bizutage à passer qui parfois tourne mal, hein. Il y a eu plusieurs témoignages. Voilà, il y a des fois, ça se finit vraiment très très mal, où les étudiants qui veulent rentrer dans les écoles sont poussés vraiment à la dernière limite et à des humiliations quand même assez terribles. Et dans ces grandes universités, comme Yale, comme Harvard, tout ça, Columbia, il est connu qu'ils forment effectivement l'élite de demain aux États-Unis. Et qu'effectivement, ce sont des sociétés secrètes, on est un peu comme dans de la franc-maçonnerie presque, hein, c'est du même style, donc avec ces codes secrets, et vous n'y rentrez pas comme ça. Donc souvent, ce sont des fils et des filles d'eux. Hein, on parle plus d'ailleurs des maisons, enfin, pour les garçons, puisque bon, ça, certainement encore un petit peu le côté machiste, où les femmes sont peut-être pas capables encore de diriger voilà, de créer de faire le monde de demain, j'en sais rien. Mais on parle beaucoup de ces sociétés secrètes qui forment effectivement les futurs décideurs voilà, des États-Unis, et qui est quand même une des grandes puissances mondiales. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a interpellée, parce que et puis une maison qui surveille les autres maisons. Alors Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux. Elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille, ce qu'elle va découvrir vers bien au-delà de l'horreur. Alors pour Stephen King, La 9e maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. Élu meilleur roman 2019, catégorie fantasy sur Goodreads. Donc je pense à découvrir. Il doit avoir aussi une paire d'années, je pense. Ouais, 2020, ouais, voilà. C'est des livres que j'avais repérés et j'ai pas eu le temps de les lire quand ils sont sortis. Et je crois qu'une des lectrices de la médiathèque où je bosse a dû l'emprunter. Je crois que c'est celui-ci. Elle avait eu ça m'avait fait rire parce qu'elle avait pris un livre qui était pas du tout du même genre, hein. C'était de la littérature blanche. Elle avait demandé à la voir, tout ça, donc on lui avait mis en réservation. On en avait même pas mal parlé à la grande librairie de ce livre. Et elle n'a pas du tout aimé, puis elle avait été assez cassante sur la critique. Et donc si je me trompe pas, c'est celui-là. Par contre, elle avait trouvé, je crois que c'est celui-ci, je dis pas de bêtises, elle avait vraiment trouvé super. Bon, c'est pas le même genre, hein. L'autre c'était de la littérature blanche, ça raconte la vie d'un homme, voilà, on reste dans la littérature réaliste et la littérature blanche. Là, on est dans du fantastique et du suspense. Mais c'était voilà, c'était le contraste entre l'autre, en gros, c'est du grand n'importe quoi. Bon, je vais pas vous dire exactement tout ce qu'elle a dit sur le livre, mais voilà. Enfin, en gros, si vous voulez, bon, je vais vous dire, si vous voulez apprendre à faire de la drogue, enfin, comment couper de la drogue, faut lire ce livre. Et puis là, celui-là, il est génial. J'avais beaucoup aimé le contraste de critique, quoi. C'était très tranché. Et là, c'est pareil, c'est un livre qui doit dater aussi de 2020. Mais alors, je pense que c'est du young adulte. Mais qui me fait envie depuis un moment aussi, et c'est L'année de grâce. Alors c'est de Kim Liggett, et c'est aux éditions Suspense Casterman. Voilà. J'aime bien parce que j'ai remarqué, c'est vrai que moi, bon, j'ai arrêté de travailler le temps de la naissance des enfants, et je me rends compte que les maisons d'édition se diversifient, c'est-à-dire que certaines qui n'avaient pas, par exemple, de sections manga ont des sections manga, romans graphiques. Donc je trouve ça super. Et beaucoup aussi se tournent maintenant vers le young adulte ou la fantasy. Ou, voilà, par exemple, certaines avec de la littérature blanche, ils vont vers de la fantasy, ils vont vers du young adulte, ils vont vers du thriller. Et du coup, je trouve que ça donne une diversité. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Ce Casterman, moi, je les ai connus, c'est la littérature jeunesse. Il y avait des documentaires aussi, mais jeunesse. Mais vraiment jeunesse, quoi. Je veux dire, en dessous de 10-12 ans. Ça n'allait pas au-dessus. Là, l'année de grâce, clairement, enfin, je vais vous lire le résumé, on est dans du young adulte. Alors, justement, l'histoire. Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante.
Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Voilà, un roman d'exception dans la lignée de la Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger Games. Effrayant, poignant et obsédant. La Servante écarlate, oui, c'est des bonnes références dans des genres très différents. Hein. Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger Games. Hunger Games, je pense que c'est pour le rapport aux young adultes. Et là, je me suis demandé en lisant le résumé, je me dis, mais en fait, est-ce qu'elles ont vraiment quelque chose de magique, ces filles, ou c'est juste parce que ce sont de jeunes filles de 16 ans et qu'évidemment, elles attirent le regard des hommes et que ça rend tout simplement les femmes jalouses? Est-ce qu'elles ne sont pas, trop, je vais pas retrouver le mot, mais stigmatisées, voilà, c'est ce que je cherchais. Est-ce qu'elles sont pas stigmatisées parce que justement, voilà, elles sont jeunes, elles sont jolies et bon, hein, toutes les filles de 16 ans ne sont pas jolies, mais bon. Mais est-ce que justement leur jeunesse attire trop les hommes et bon, du coup, ça rend évidemment les autres femmes plus jalouses et bon, ça pose la question de l'adolescence, là, je pense voilà, du passage de la jeune fille à la femme, je pense quelque part. Mais ça pose aussi la question effectivement, en fait, qu'est-ce que c'est que cette société qui exile les jeunes filles parce qu'en fait, voilà, elles attirent les regards des hommes. Et je veux dire, bon, bah, comme d'habitude, c'est le problème des hommes, c'est pas leur problème à elles. Hein, enfin bon, voilà, petit côté, la petite parenthèse féministe. Voilà, donc pour l'instant, ce sera tout pour ce premier. Non, c'est pas le premier, mais on va dire le premier du mois. Je pense que la vidéo va sortir en mars. Et du premier update de ce mois de mars. J'en ai encore d'autres et j'ai encore. En plus, j'ai fait quelques petits achats aussi, donc je vous en présenterai d'autres. Et puis, j'aurai aussi quelques retours de lecture à vous faire plus tard. Voilà, j'attends d'en avoir un petit peu plus. Voilà, donc en attendant, bah, je vous souhaite surtout, voilà, bah, lisez. Enfin, je veux dire, je crois qu'on n'a plus, en ces temps un petit peu difficiles, on n'a plus que besoin voilà, de s'aérer, de changer d'air, de s'évader. Et voilà, profitez si vous aimez lire, ou même ceux voilà, prenez un livre, ouvrez, vous allez forcément trouver un livre qui va vous plaire. Et on a plus que besoin d'évasion et justement de lire et de penser à autre chose. Donc je vous souhaite de belles aventures livresques et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.